Donc on peut dire que tout au long de l'histoire, il existe de nombreux exemples d'inventions créées avec de bonnes intentions, qui vont être utilisées à de bonnes fins, si c'est mis entre de bonnes mains. Mais lorsqu'elles sont entre de mauvaises mains, elles sont utilisées pour quelque chose de plus malveillant que leur intention initiale. D'accord. Ça passe par parfois la militarisation, hein, de la technologie. On peut le voir également en informatique. J'étais jeune, naïf, je ne voyais pas tous ces aspects. C'était beaucoup trop complexe. J'avais encore une vision morcelaire, fragmentée, du monde, de l'informatique, du hacking. Puis j'ai grandi. J'ai appris avec le temps que ce qui me paraissait plutôt objectif et clair pouvait parfois être beaucoup plus compliqué. Qu'on devait justement avoir cette vision holistique, c'est-à-dire s'intéresser non pas qu'à de l'informatique, non pas qu'à mon petit niveau de compréhension et de lecture. Il fallait plusieurs degrés de compréhension et il fallait s'intéresser à différentes matières qui étaient totalement opaques, hermétiques. Et j'ai compris qu'il fallait que je m'intéresse à toutes ces disciplines, ces sous-disciplines. Moi-même, je pensais tout savoir de l'informatique. Et puis après, j'ai compris qu'il y a des spécialisations, il y a de l'ultra spécialisation. Et pour avoir cette vision globale, eh ben, il faut comprendre toutes les sous-disciplines, hein. On m'a dit un jour, tu sais, l'informatique, ça veut rien dire, c'est 80 sous-disciplines. Alors je comprenais pas encore tout ce qu'on me disait. Puis avec le temps, j'ai enfin compris. Mais il a fallu du temps. Il a fallu moi-même que je perfectionne mes techniques. Il a fallu que je lise des bouquins, que j'écoute d'autres qui m'ont inspiré, qui ont été eux-mêmes des mentors. Hein. Certains, vous me dites, écoute, t'es comme un mentor pour moi. Bah écoutez, je fais rien d'exceptionnel. Il y a eu des gens qui m'ont précédé, qui ont été également mes mentors. Si maintenant, moi, je peux vous motiver, je peux essayer de vous apporter mon prisme de lecture sur certains sujets, qui est encore une fois qui est parfois totalement subjectif, puisque je ne suis qu'un être humain, avec aussi ses propres biais, avec ses propres biais cognitifs. On est humain, mais l'objectivité, c'est ça le plus dur, c'est de faire des synthèses et d'essayer de comprendre les choses. Alors, on va parler de Cobalt Strike, je vous l'avais promis. Je vais m'appuyer sur des papiers, notamment de Record Future. Je suis allé récupérer des papiers euh, du SOC, CyberSec de Palo Alto, qui fait des équipements de réseau. Et grâce à ces papiers, je vais appuyer mes propos d'aujourd'hui. Donc je vous disais, toute technologie suffisamment avancée et indiscernable de la magie. On a pu le voir avec SolarWind, on a pu le voir avec les failles de la NSA, Eternal Romance, Eternal Blue, Doppel Pulsar, bref, tous ces exploits, tous ces cyberjoujous qu'il nous faut comprendre, qu'à notre petit niveau en tant que hacker, on est loin de se substituer à des États-nations qui ont pléthore de moyens financiers, qui n'ont pas de contraintes de temps pour développer des cyberarmes. Et puis le monde aussi opaque, cette fameuse zone grise dont je vous parle tout le temps, des 0D. C'est un monde très secret, et on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, ça brasse des milliards. On estime entre 50 et 100 milliards de revenus sur le marché des OD chaque année. Mais là, on va parler un peu de Cobalt Strike, le logiciel d'émulation d'adversaires, ce qu'on appelle de l'adversary emulation ou simulation. Donc, il a été créé en 2012 avec l'intention d'aider les pentesters et les équipes rouges. Donc, le but, en fait, c'était d'aider ces équipes à progresser dans leur travail pour mener des intrusions lorsqu'elles étaient autorisées à mener une cyberattaque autorisée contre les entreprises et dans un rôle consultatif, un principe de consulting. Puis, ça a gagné en popularité. Ça fait maintenant quasiment 11 ans dans la communauté en raison de sa suite complète de fonctionnalités, des charges utiles, de l'exploitation du serveur de command and control. Ça a permis, et permet toujours d'ailleurs, aux équipes rouges de mener un scénario d'attaque incroyablement avancé et de grande envergure. Donc Cobalt Strike, c'est vraiment les bases. C'est un très très bon outil. On va pouvoir se servir des Malleable Profile C2 qui nous permettent de modifier en fait les indicateurs au niveau du réseau, à quoi ressemblent les logiciels malveillants et on peut les rendre différents à chaque fois. Là, on parle d'évasion,
on parle d'offuscation. Et c'est grâce à ça qu'on va entraîner ce qu'on appelle l'heuristique. Je reviendrai sur les cours quand je parlerai en bas niveau, quand moi-même j'aurai toutes les compétences pour faire semblant de savoir. Et ben on parlera un peu de tout ça. Analyse statique, analyse dynamique, analyse heuristique. C'est très important. Donc le but c'est d'entraîner et d'avoir des indicateurs. Si jamais t'as pas d'indicateur, ça veut dire que on a réussi à lancer une cyberattaque en tant que Red Team et la Blue Team n'a pas réussi à détecter nos traceurs, détecter nos agents. Donc le but c'est d'avoir cette force de synergie, je vous disais, entre les équipes rouges et les équipes bleues. Le but, c'est aussi de faciliter les formations des SOC, des équipes bleues, et ça passe pas uniquement par le threat hunting ou le CTI, l'intelligence de cybermenace, ça passe également aussi, vous le savez, par des engagements rouges. Alors Cobalt Strike, utilisé pour des attaques autorisées très sophistiquées, à l'image de SolarWinds, qui était en fait quoi? Qui était ni plus ni moins les cyberjoujous de la NSA, qui étaient donnés au monde, au complexe militaro-industriel, aérospatial, qui est très susceptible d'avoir divers acteurs de menaces, puisqu'on fait du renseignement économique, technologique. Et donc, on essayait de voir éventuellement, d'imaginer avec les meilleurs outils de la NSA, et pas que, qu'est-ce que pouvait faire un État-nation, d'accord, qui est motivé financièrement et qui va essayer de tirer parti de nombreux outils, soit de les développer en interne. Cobalt Strike, malheureusement, a fuité et ça a commencé à développer ces campagnes de ransomware qu'on connaît depuis un peu moins de 10 ans. En 2020, on estime à 66% les attaques de ransomware qui impliquaient Cobalt Strike. L'un des principaux arguments d'ailleurs de vente de Cobalt Strike sur le marché, c'est le fait d'avoir des techniques d'évasion robustes, ce qui en fait un outil de choix pour les pentesters, pour la Red Team, mais également pour le marché criminel, les mafias, les groupes criminels qui font des rançons logicielles. Donc pour rendre la détection incroyablement difficile, le but c'est de s'appuyer sur à la fois les profils malléables C2 et aussi ce qu'on appelle le kit à artefact, l'artefact kit. Grosso modo, l'artefact kit, il va permettre à Cobalt Strike ou à tous les utilisateurs de créer des charges utiles pour éviter les signatures connues pour l'outil. D'accord? Je vous ai expliqué que par défaut, si on a envie d'être flagué, on a cette fameuse balise que vous retrouvez dans beaucoup de logiciels qu'on appelle EICAR, E-I-C-A-R. D'accord? Les profils C2 malléables, quant à eux, permettent aux opérateurs de personnaliser les détails du protocole de command and control utilisé. D'accord? Quelle communication va s'établir, quels protocoles vont être utilisés, par quelle infrastructure on va passer et comment on peut camoufler nos infrastructures, puisque on peut passer aussi par des serveurs mandataires, par des reverse proxy. D'accord? Il y a toute une panoplie de proxy transparents. Donc pour examiner de plus en plus les fonctionnalités d'évasion, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la détection efficace de l'activité Cobalt Strike nécessite un éventail complet de détection, y compris la surveillance basée sur l'hôte, qu'on appelle host-based, la surveillance basée sur le réseau, network-based, et les renseignements sur les menaces, ce qu'on appelle le CTI, le Cyber Threat Intelligence, d'accord, pour identifier les Cobalt Strike C2, nos serveurs publics. Et je vais vous en parler, on va essayer de partir à la recherche et de comprendre pourquoi malheureusement, et c'est tant mieux pour les gentils, la version de Cobalt Strike piratée que tu utilises, elle est détectable. Et on va pouvoir te détecter, on va pouvoir te profiler. Mais c'est notre métier, d'accord? Donc Cobalt Strike, il est hautement configurable. On a de nombreux acteurs de menaces qui l'utilisent. Mais contrairement à ce qu'on croit, on a une image biaisée. Je vous dis toujours, c'est pas parce que c'est une APT qu'elle a une sécurité des opérations qui est pleinement fonctionnelle, qui est rodée. Encore une fois, ça, c'est des choses qui s'apprennent en dehors. Et ça n'a rien à voir avec le hacking. Même si, pour moi, ce sont des sujets connexes. Ils vont utiliser les paramètres par défaut. Certificat SSL, les URL des balises et les profils qui offrent, heureusement pour les chercheurs en cybersécurité, des opportunités de détection également au niveau des défenseurs. Les acteurs de menaces avancées, certes, vont personnaliser les charges utiles de Cobalt Strike pour éviter la détection à l'aide d'outils intégrés tels que Artefact Kit, Malleable C2 Profile et également le kit
de ressources, le Resource Kit. Les opportunités de détection existent cependant lorsque les auteurs de menaces personnalisent également un composant, mais laissent des valeurs par défaut dans d'autres. Donc encore une fois, tu vois que ça, c'est Toto le hacker. Et puis après, on a les vrais groupes professionnels qui ont complètement crafté et peut-être parfois réécrire l'outil. Et là, ça sera beaucoup plus dur de suivre les traces. Cependant, on le sait, il y a des versions qui sont obsolètes, qui tournent. Et on peut, vous allez le voir, faire une empreinte digitale fingerprintée. On a toute une méthodologie de recherche, on a des stratégies de détection, on a des spécifications techniques qui sont propres à Cobalt Strike. Et je vous dis, c'est des patterns en termes de criminalistique, des motifs récurrents nous indiquaient qu'on a bien affaire à des TA, des threat actors, des acteurs malicieux. Les adresses IP. Je te prends la 89.198.28, d'accord? Serveur de command line control pour shell inverse Cobalt Strike. Contrôleur de domaine victime lors d'incidents. On a Mega Cortex. Le ransomware a ensuite été distribué via PSExec, que vous devez connaître, qu'on utilise en administration, encore une fois, attaque Living of the Land. Living of the Land, vous le savez, depuis une dizaine d'années à peu près, voire un peu plus, c'était connu que des initiés, des très bons hackers. On a pris compte et on s'est rendu compte que on pouvait utiliser des outils du quotidien qui permettaient d'administrer soit Linux, soit Windows, et s'en servir pour faire des attaques, pour attaquer ces deux environnements. D'accord ? Donc on le voit, les cyberattaques se sont sophistiquées, et pour voler sous les radars, on a les techniques, c'est encore une fois le jeu du chat et de la souris. Les techniques évoluent tant en offensive qu'en défensive. Mais comme toujours, c'est la première règle. Encore une fois, moi je suis pas intelligent. On apprend tout ça quand on débute en cybersécurité. On vous apprend que l'attaquant a toujours une longueur d'avance. D'accord ? Et c'est vrai. C'est vrai, et ça dépend des disciplines. Je vous ai dit, dans le monde militaire, il vaut mieux défendre qu'attaquer. On compte entre 3 et 4 fantassins pour un défenseur, en termes de pertes. Nous, en cybersécurité, l'attaquant a toujours, justement, l'avantage. Donc là, l'adage, le vieil adage, dit bien les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit tout le temps ? Vous connaissez cet adage. C'est la meilleure défense, c'est l'attaque. En latin, on a l'adage quoi ? Civis pacem para bellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Donc c'est un peu cette logique. Une enquête plus approfondie sur l'IP, on se rend compte qu'on a des certificats. Et je vous ai dit, certificat auto-signé, ça devrait vous alerter. Certificat par défaut de Cobalt Strike pour chiffrer le trafic. Là, c'est bon, tu sais que t'es tombé sur un des membres du Discord ou sur Toto le hacker. Plus sérieusement, on se rend compte que oui, il y a pas mal de choses qui se passent, et il faut trouver les indicateurs de compromission. D'accord ? Il faut comprendre en fait la menace. Là, sous les yeux, vous avez le certificat SSL-TLS Cobalt Strike par défaut. D'accord ? Donc, tu vois qu'il a une empreinte en SHA-256. Donc à partir de là, je peux commencer à me poser des questions. Et tu vois que le certificat est il est échu pour 3650 jours. D'accord ? Après, il arrive à expiration. Ensuite, je vous disais, on a des méthodologies publiques pour l'identification des serveurs au niveau de Cobalt Strike. Alors encore une fois, quand tu débutes, tu dis j'ai récupéré un super outil, ça vaut des dizaines de milliers d'euros, mais pose-toi la question, pourquoi on te le donne ? Est-ce qu'on n'a pas backdooré l'outil ? Tu vas te faire pirater en voulant apprendre, d'accord ? Tu penses que tu vas pouvoir attaquer des entreprises, que tu es un black hat et tout ça, mais en fait tu utilises des outils que tu connais même pas, et nous on peut les identifier et on peut remonter à ta trace. Tu vas finir en prison. Ok ? Donc tu vois, faire les choses en dilettant en informatique, faire les choses en dilettant en cybersécurité, en hacking, c'est jamais bon. D'accord ? C'est jamais bon, parce qu'il t'arrivera des pépins. D'accord ? Après, rien ne t'empêche, on a récupéré des versions tous de Cobalt Strike pour faire de la rétro-ingénierie. C'est le meilleur moyen de voir comment font les meilleurs chercheurs en cybersécurité, et pour offusquer, pour comprendre ces techniques d'évasion. Encore une fois, si jamais je donnais à mes abonnés l'outil, ce que je ne ferais pas parce que je suis quelqu'un de sérieux, mais si jamais je vous avais donné cet outil, c'est pour que vous compreniez.
comment s'en prémunir, comment s'en protéger, comment on peut faire de la rétro-ingénierie, comment on peut s'en servir pour comprendre le fonctionnement des serveurs de command and control, encore une fois dans des laboratoires isolés et non pas en grandeur nature, pour attaquer des entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères. Si vous faites ça, vous avez rien compris. Donc, l'étude porte sur plusieurs méthodes, hein, pour identifier les serveurs Cobalt Strike. À la base, les serveurs Cobalt Strike, il faut savoir, je vous le disais, qu'ils sont livrés avec un certificat de sécurité par défaut qui peut être utilisé grâce à ces empreintes digitales si l'administrateur ne le modifie pas. On a quoi? Numéro de série, on a la signature en SHA-256. Lorsqu'il est activé, on sait que le serveur DNS Cobalt Strike répond à toute requête reçue via une IP bogon. Hein, c'est ce qu'on appelle une fausse adresse. Pourquoi? Parce que je t'ai dit que, encore une fois, tu vas pas laisser l'interface publique. Si tu le fais, il y en a qui le font, ils sont complètement fous. J'ai vu des serveurs dans le monde, notamment en Chine, qui utilisaient cette technique. Ça veut dire que moi, maintenant, je peux me connecter à l'interface d'administration du serveur Cobalt Strike Team. D'accord? Donc, par défaut, bien sûr, on redirige vers une fausse adresse qui est l'adresse, le localhost, la 0000, la 127.0.0.0.1. Mais vous savez qu'on fait une redirection de port. Généralement, je vous avais montré, ne serait-ce que pour d'autres outils qu'on utilise, on va faire du SSH tunneling pour pouvoir accéder. Hein. On a également le port de contrôle par défaut Cobalt Strike qui est le 550, hein, le 50 050 en TCP. D'accord? Et il peut être susceptible d'être ouvert sur d'autres serveurs. Hein. On a également HTTP en 404 not found pour Cobalt Strike et c'est vraiment unique. Pourquoi? Parce que c'est un serveur Cobalt Strike, le team server qui fait tourner un web nano HTTP D comme daemon. Donc c'est pareil, tout ça, ça va nous permettre de faire une empreinte digitale. Dès qu'on voit du web nano HTTP, D comme daemon, le service, on sait qu'il y a de fortes chances que ça soit un serveur Cobalt Strike. D'accord? Si il a des certificats de sécurité par défaut, si tu n'as pas changé, hein, encore une fois, les techniques d'offuscation, de chiffrement, on sait que c'est un script qui tourne encore avec une nouvelle version de Cobalt Strike ou pas. Hein, puisqu'on verra qu'il y a des cyber-opérations qui ont été menées où, certes, sur le plan tactique, opérationnel, MOA, mode opératoire d'attaque, ils ont utilisé des techniques qui ont modifié les vecteurs d'attaque, mais l'infrastructure reste identique. D'accord? Donc, les attaquants ont perfectionné les vecteurs d'attaque, d'accord? Les agents, les techniques d'offuscation pour pouvoir rentrer. Mais par contre, toute la partie back-end, toute la partie architecture Cobalt Strike Team Server reste à l'identique. Donc encore une fois, on voit que pour des impératifs financiers, en termes de temps, les TA, les acteurs de menace, se focalisent sur les choses qui comptent pour eux, pour leurs opérations. Et donc, empathie, puisque quand vous faites les choses vite ou que vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas l'argent d'investir, généralement, c'est votre sécurité des opérations qui en pâtit, d'accord? Parce qu'on va essayer de mettre le paquet sur le vecteur initial d'infection, d'accord? Sur l'initial foothold, le gain d'accès initial. Et on oublie que derrière, tu as ton serveur qui tourne peut-être avec une interface publique et tu le sais pas, tu t'en fous. Et c'est là que ça devient très dangereux si tu es un Black Hat. Donc Nano HTTPD, c'est un framework de serveur web open source, c'est pas propre à Cobalt Strike, mais les deux fonctionnent avec la version 3.12 antérieure. On peut le voir d'ailleurs, on a ce qu'on appelle un espace nul au niveau de la réponse HTTP, et le problème c'est que ça va être un marqueur. Ce null space, techniquement, en fait, vous le voyez pas, mais dans les sondes, quand on récupère les flux, et notamment les requêtes HTTP, il y a un blanc à la fin de la requête. D'accord? Donc, on a notre espace nul dans la réponse HTTP. On a HTTP/1.1 suivi d'un white space. En Next, ça fait quoi? Ça fait un 0x20. Le 0x20, c'est un espace. Tu ne le vois pas, mais nous, on peut le voir. D'accord? Là, l'équipe bleue peut le voir. D'accord? Je vous ai dit que de toute façon, plus l'outil est technique, et là, on parle presque de cyberarme, parce que Cobalt Strike bien utilisé, ça peut être une cyberarme pour des cyberconflits ou des cyberopérations dans le cyberspace ou le cybermonde.
on laisse des marqueurs que seuls les initiés connaissent. Hein, je vous ai dit, à l'image du monde militaire, on a des moyens de neutraliser l'équipement ou carrément de le saboter si jamais ça tombe entre de mauvaises mains. D'accord? Ben, c'est les mêmes logiques. Plus vous allez utiliser un outil à la pointe de la technologie en cybersécurité, que ça soit en offensif ou en défensif, plus eh ben, on va installer ce qu'on appelle des kill switch pour s'assurer que ça tombe pas entre de mauvaises mains. Donc encore une fois, vous êtes confiant, mais vous allez vous faire baiser la gueule. Donc une méthode simple, c'est ce fameux null space. Et il est subventionné. Et dès qu'on voit une capture d'écran via un pick-up Wireshark, on sait que c'est une instance Cobalt Strike et qui exécute en plus des versions piratées, puisque depuis, ça a été mis à jour, d'accord? Et on installe de nouveaux kill switch, d'accord? Le but, c'est de faire varier les techniques de kill switch qui nous permettent de désamorcer ou les artefacts, d'accord? Qui sont créés volontairement par le fabricant pour avertir les équipes bleues. On peut s'en servir pour entraîner. Et dire écoute, on va faire un engagement, là on va vous mettre la fameuse balise écart pour que vous nous dites que les sondes sont bien réglées, que le SIEM est bon, que vous avez une bonne remontée d'alerte, d'accord? Une fois qu'on s'est assuré qu'on a une bonne remontée d'alerte, là on va passer à la technique d'offuscation. On va offusquer nos charges utiles et on va essayer d'entraîner, d'accord, toutes les techniques, deep learning, machine learning. Maintenant on se sert aussi des algos, d'accord, mais il y a également des chasseurs de menaces, des équipes du SOC qui sont derrière les ordinateurs et qui vont également superviser les opérations pour que ça soit pas uniquement des systèmes automatisés. Il faut qu'il y ait également l'intervention du facteur humain. Je vous ai dit, les algorithmes viennent aider l'humain, mais jamais ils ne se substitueront à l'être humain. En tout cas, pas pour l'instant. D'accord? Par contre, vous le savez, c'est vieux comme le monde. Depuis le machine learning, le deep learning, on sait que la machine, les algorithmes, l'auto-apprentissage est bien meilleur que nous sur plein de tâches. D'accord? Mais je pense que il faut toujours laisser dans la boucle, comme on dit dans l'armée, le facteur humain, la prise de décision. On voit avec les drones, j'en parlais d'ailleurs aujourd'hui, les premiers qui ont décidé de faire des drones autonomes, c'est les Turcs, d'accord? Alors qu'on a cette doctrine en France, il faudra parler à des militaires, mais je crois que pour l'instant, on n'automatisera pas nos systèmes d'armes. Malheureusement, j'ai bien peur que si l'ennemi le fait, la France sera contrainte elle-même à adopter les mêmes techniques. Parce que sinon, vous êtes à la traîne, d'accord? Mais pour l'instant, on s'autorise. C'est toujours la chaîne humaine à la fois qui va prendre la décision au niveau du commandement et ensuite l'action, d'accord? C'est-à-dire que le drone peut en effet par lui-même détecter des cibles et les acquérir, mais ensuite c'est le facteur humain qui décide d'ouvrir le feu, d'accord? Donc encore une fois, il n'y a pas de complot, c'est juste que quoi? Je sais qu'il y a ce null space. Dans quoi? Dans les serveurs nano HTTPD. C'est un serveur web open source basé sur Java. Et je sais que Cobalt Strike Team l'utilise. Au lieu de patcher, je vais laisser la faille présente. Pourquoi? Parce que justement, elle va me permettre d'avoir cette vision des choses. D'accord? Et pouvoir profiler les serveurs Cobalt Strike. Donc, encore une fois, on a tendance à se dire ah ouais, mais dès qu'il y a une faille, il faut absolument la patcher. Mais ça, c'est votre vision en tant que chercheur en cybersécurité. Un fabricant, par exemple, de matériel offensif, d'OffSec, lui, il n'a pas intérêt que la faille soit patchée parce qu'elle lui permet d'avoir ses patterns, ses marqueurs. Si vous pensez comme la NSA ou le CGHQ, encore une fois, les agences de renseignement, ils n'ont aucun intérêt à patcher ces failles, d'accord? Puisque ces failles leur permettent d'exploiter d'autres OD, des 0D qui sont par nature inconnus du grand public. Ils n'ont aucun intérêt à patcher ces failles, d'accord? Donc, on en revient à notre vision du monde, notre vision. Mais notre vision, elle est subjective. Elle n'est pas objective. Parce que dans d'autres situations, d'autres acteurs qui sont pas forcément malveillants,
Hein, je te dis, les services de renseignement pour défendre les intérêts et, et défendre notre État-nation, eh ben, des fois, il faut laisser les failles, d'accord? Pour pouvoir faire du renseignement après, hein, sur nos alliés, sur tout le monde le fait, d'accord? Sur de l'espionnage économique, technique, d'accord? De l'intelligence. Donc voilà, on a plein de chercheurs. Hein. Côté chinois, on peut parler de Zumai, avec leur plateforme, hein, qui est une sorte de Shodan. Ils ont trouvé plus de 3000 serveurs sauvages, entre guillemets. Hein. Donc encore une fois, grâce à Nano HTTPD, on peut fingerprinter vos serveurs Cobalt Strike, hein, si vous vous en servez dans la nature. Je sais qu'il y en a plus d'une centaine en France. Et vous savez qu'on a des Red Hat. C'est quoi les Red Hat? Les Red Hat, c'est des White Hat qui défoncent les Black Hat. D'accord? Ils passent leur temps, leur week-end, à défoncer ceux qui veulent défoncer les autres. D'accord? Donc imagine que tu as un serveur, tu fais tourner Cobalt Strike et tu t'attaques à des entreprises ou à des particuliers. Eh bien, il y a des gens, hein, c'est leur jeu. Pendant le week-end, ils vont défoncer tes serveurs. D'accord? Le but, bah, c'est des super-héros ou des criminels, puisqu'ils deviennent criminels, eux aussi, parce qu'ils s'attaquent à des criminels. Je te laisse réfléchir. C'est quoi? Plutôt des super-héros ou c'est plutôt des criminels? Puisqu'ils s'attaquent aux autres criminels. D'accord? Bah, ça existe. D'accord? Il y a des chapeaux rouges. Hein, je vous avais dit, on parle de chapeaux gris, blanc, noir, mais il y a aussi des distinguos. Il y a des verts, c'est ceux généralement qui débutent. Il y a des jaunes, il y a des rouges. Hein, il y a toute une panoplie de couleurs, un peu comme les biomanes. Mais vous n'avez pas dû connaître ça. C'était dans les années 80-90. Donc, on peut voir, on a des chercheurs aussi du GA3, hein, c'est les chercheurs en cybersécurité de Salesforce, donc qui est, comment dire, un ERP sur lesquels j'ai bossé il y a quelques temps. Hein, et c'était vraiment chiant, c'est pas mon cœur de métier, mais j'ai appris pas mal de choses. J'ai vu ces solutions fournies dans le cloud, et eux, ils ont vu, hein, les versions TLS, SSL, les suites de chiffrement acceptées, les détails de la courbe elliptique qui permet de faire de la cryptographie. Hein. Vous savez, le RSA utilise les courbes elliptiques, mais pas que. Hein, on va faire un format de point de courbe elliptique pour essayer de comprendre en fait le fingerprinting. Hein, même si c'est chiffré, on peut quand même se faire une empreinte digitale et comprendre, hein, la négociation TLS par la balise client. Hein, vous savez qu'on a le BOF Cobalt Strike qui utilise ça. Grosso modo, ça va utiliser un socket Windows pour initier la communication. Et puis, la plupart des serveurs Cobalt Strike, ils fonctionnent sur un système d'exploitation Kali Linux. Tout ça, c'est les empreintes digitales qui vont vous permettre de savoir quel est le serveur Cobalt Strike, est-ce que c'est une version pirate ou pas. Et encore une fois, on va pouvoir cartographier ça. Je vous disais, il y en a plus d'une centaine en France, d'accord? Et on peut remonter très précisément à la source. Donc, le JA3, JA3S, hein, ils utilisent Zigbro et Suricata. C'est des outils de détection réseau, hein, qui sont introduits ensuite dans un SIEM. Hein, vous connaissez peut-être Splunk. Et bah, encore une fois, allez voir le GitHub de Salesforce. Vous avez tous les outils si vous travaillez en blue teaming. Donc, le but aussi, c'est de détecter, bah, tout ce qu'on utilise en offensif. Metasploit, PowerShell, PSExec, hein, qui vont être utilisés certes par les équipes de SOC, les administrateurs, les défenseurs au niveau du réseau, mais ça peut être également, bah, être des indicateurs de compromission puisque ça va pouvoir être militarisé en rouge. D'accord? Donc encore une fois, serveur Cobalt Strike autorisé d'une Red Team, ok. Si c'est un véritable adversaire avec une version pirate, d'accord? Eh ben, il faudra investiguer, enquêter, d'accord? Donc, pareil, hein, les acteurs malicieux, avec le temps, bah, ils ont amélioré leur technique. Hein. Typiquement, vous pouvez contourner ça en quoi? Bah, en utilisant un redirecteur, en passant par un proxy transparent, web, Apache. Hein, ou Nginx, et c'est eux qui vont mandater le trafic, et malheureusement ça va empêcher la détection des serveurs Cobalt Strike en supprimant les réponses HTTP anormales. Hein, les certificats de sécurité par défaut et les autres identifiants de l'équation. Et c'est ce qu'on fait nous aussi en Red Teaming. D'accord? On va se servir d'un serveur Apache ou Nginx pour, bah, gérer nos noms de domaine et nos certificats. D'accord? On va faire ça propre. Ça sera un site on ne peut plus classique, mais qui va servir de, comment dire, homme de paille, de proxy, d'accord? Euh, de fauné pour
les cyberopérations. Donc on trouve encore entre 400 et 350 serveurs dans le monde qui, voilà, qui piratent, hein, qui utilisent cette technique, puisque bah, la méthodologie de détection de l'espace nul, anormal, ben, commençait à être connue et les Black Hat s'adaptent en fonction de ça, naturellement. Donc on voit un petit peu hein, de la volumétrie, des métriques au niveau des certificats TLS, du nano HTTPD et puis le port. Hein, le fameux port 50 050 utilisé et puis bah, par Shodan hein, on peut détecter hein, toutes les machines qui ont ce port ouvert et bah, ça peut permettre bah, de récupérer les adresses IP et bah, je vous l'ai dit, de pirater en retour ou d'analyser le trafic. Donc le but, c'est que les serveurs ne restent pas opérationnels pendant de longues périodes, hein, puisque bah, il faut pas prendre non plus les Black Hats pour des billes. Hein. Donc naturellement, il y a un renouvellement de ces adresses IP. On le voit avec les certificats. Là, vous les avez sous les yeux, hein, ce qu'on appelle du detection overlap. Donc c'est il y a encore un grand nombre de serveurs en opération hein, qui sont quand même détectés par la méthode d'anomalie HTTP null space. D'accord, donc à partir du moment où vous avez les adresses IP, bah, vous allez les burner, vous allez les blacklister pour qu'elles ne puissent plus communiquer, hein, que ça soit en interne de l'entreprise vers l'extérieur pour communiquer vers le serveur de command and control, ou si vous avez des attaques à partir de ces adresses, vous allez tout simplement les bloquer, d'accord, et puis vous pouvez même balancer ça sur une boucle locale et bah voilà, les paquets vont se perdre, hein, rediriger tout vers dev nul, si je dois vous faire une métaphore. Donc quand on fait d'une threat intel, hein, encore une fois, on cherche les périphériques, on va chercher les plages CIDR, CIDR consécutives. On a des systèmes autonomes, hein, autonomous system, et on récupère les AS. Et en fonction des AS, ben, on va corréler les fournisseurs d'accès à Internet qui sont utilisés, puisque pour simplifier, l'AS, c'est un des points névralgiques hein, du réseau qu'on appelle Internet. Et des AS, vous en avez des milliers pour chaque pays et pour chaque fournisseur d'accès à Internet. D'accord. Donc pareil, hein, si on doit faire du threat intel, on peut parler de Fin6, hein, qui a fait bah, des attaques de ransomware. Hein, ils utilisaient le vecteur d'attaque initial, le réglage par défaut du certificat Cobalt Strike, et après ils nettoyaient tout après leur opération. Et encore une fois, hein, malheureusement, on voit même qu'il y a des serveurs qui ont été abandonnés. Hein, donc je vous laisserai aller voir le reste de l'article. Hein, je vous mettrai tout. Sinon, la vidéo va faire 4 heures. Hein. Il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup à dire. Hein. Je vous mettrai un PDF aussi. Hein. Donc, si on doit résumer, là, on a vu la détection hein, au niveau des adresses IP, des serveurs de command and control. Hein, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des block lists pour bloquer ces adresses IP. Et après, il y a tout ce qui est TTP, tactique, technique, procédure. Hein, les vecteurs d'accès initial, la persistance, l'installation, le déplacement latéral. On peut utiliser des règles Sigma hein, et Snort, donc ou Suricata hein, en termes de d'IDS, IPS, HIDS, HIPS, voilà, etc., en blue teaming, d'accord. Et puis encore une fois, bah, si vous voulez simuler, il va falloir faire de l'adversary emulation ou simulation en simulant les tactiques, les techniques et les procédures de Chimera, de la PT41, de Fin6, de Ryuk, bref. Hein, tous ces acteurs malicieux pour voir si vos équipes bleues arrivent à détecter les menaces ou pas. D'accord. Donc Cobalt Strike utilisé par les Kiddy, utilisé par les Black Hat, utilisé par les acteurs à l'échelle d'un État-nation, hein, même certains services de renseignement. Et on voit hein, comment ça a permis bah, de faire des attaques par ransomware ou parfois des attaques sponsorisées par un État-nation. D'accord, on n'en dira pas plus. C'est le principe de non-attribution. Donc voilà. Donc il faut bah, monitorer hein, au niveau du réseau, il faut faire de l'intelligence de menace, il faut identifier les serveurs Cobalt Strike C2. On sait qu'ils peuvent être hautement configurables, mais la plupart des acteurs utilisent les réglages par défaut. Hein, donc ça connote un niveau de connaissance assez faible en fait. Hein. L'outil est très puissant, donc en fait ça peut n'importe quel Kiddy peut faire beaucoup de choses hein, avec Cobalt Strike. C'est assez dangereux. Et puis, pareil, certificat SSL
les URL des beacons, des balises, les profils qui sont utilisés, ça va permettre justement hein, aux défenseurs de détecter. Ça va être des opportunités et des mets de choix. Ensuite, il y a ceux qui sont très évolués, hein, qui savent comment on peut faire de l'évasion, éviter la détection en utilisant l'artefact kit, les profils malléables. Hein, on va crafter nos propres codes sources et l'intégrer dans Cobalt Strike, comme on peut le faire dans n'importe quel C2. Hein, c'est le but. Donc voilà, hein, c'est beaucoup plus difficile puisque naturellement ils n'utiliseront pas les réglages par défaut. Et puis, au fur et à mesure que les mises à jour sortent hein, de Cobalt Strike, vous imaginez bien que ce type de menaces qui utilisent des vieilles versions, vont soit se réduire, se ternir. Et donc, vous imaginez bien qu'au fur et à mesure des mises à jour, je vous disais, ça seront beaucoup plus faciles à détecter, d'accord? Puisque toutes les versions pirates utilisent des vieilles versions, il y a plus de doute à avoir, ça peut être que des TA, des threat actors. D'accord. Donc là, on voit hein, les versions craquées qu'on a récupérées avec un historique. Hein, je vous dis toujours, on parle en termes de frise chronologique et tout le temps avoir une vision globale, holistique, the big picture. D'accord. Donc on voit un Cobalt Strike 2500 euros, 4000 euros, 7000 euros. Hein, et puis après, on récupère les versions craquées hein, avec les derniers kits. Là, il y a la 4.2 hein, qui était dispo en janvier 2021. D'accord. Donc c'est la même logique, hein, comme je vous ai montré avec Covenant, on va venir intégrer, on a les fameux agresseurs scripts qui vont permettre d'ajouter des charges utiles, hein, Bloodhound, Mimikatz, Rubeus, les grands classiques, j'ai envie de dire. Alors, donc voilà, hein, ça a été développé. Hein, je vous ai toujours dit, Mutch, le créateur, il a fait Hermitage. Hermitage, c'est quoi? C'est une GUI pour Metasploit Framework. Après, il a abandonné le projet. Il est passé sur Cobalt Strike. Cobalt Strike, c'est quoi? C'est Hermitage en version bien améliorée, avec le principe de balise, hein, de beacons, qui va venir se connecter au team server, qui est l'infrastructure de C2. D'accord. Et puis après, à distance, je peux faire quoi? Du command injection, je peux implémenter des keyloggers, uploader et télécharger des fichiers, d'accord? Et plein d'autres fonctions liées au réseau. C'est pour ça que c'est un mets de choix pour les États-nations qui veulent faire de l'espionnage, les organisations criminelles et tous les opérateurs de rançon. Donc je vous ai dit, hein, ça pourrait être assimilé à des, comment dire, des versions de cyberarmes. Donc, il y a des contrôles à l'exportation hein, qui sont faits par l'État américain. Hein, mais bien sûr, après, vous savez qu'on a récupéré des versions sur GitHub et sur les forums hein, du dark web, et même pas, hein, pas que, même sur le web du surface. Hein, je sais qu'il y a des gens qui me comprendront. Il y a le principe de DRM, hein, et puis tu as une licence. Donc en principe, le DRM, c'est dur à retirer, mais tu peux toujours péter, craquer le DRM. D'accord. Et à partir de là, la licence, tu t'en fous, vu que les versions craquées tournent avec une licence qui a été elle-même craquée. D'accord. Donc on l'a vu, hein, ces 5 dernières années, j'ai passé mon temps sur les forums, j'ai récupéré moi-même des versions. D'accord, pour voir un petit peu, et j'ai beaucoup appris sur les C2 grâce aux versions de Cobalt Strike piratées, d'accord. Ça a été un travail de recherche en tant que chercheur pour comprendre en fait, hein, puisque c'est vrai que Cobalt Strike est assez fade, hein, il l'était il y a 5 ans, c'était quasiment indétectable. C'était un très bon outil. Donc pouvoir accéder gratuitement à cet outil alors que il faut payer des dizaines de milliers de dollars, vous comprenez bien qu'il n'y a pas que les hackers, les black hats, j'ai envie de dire, pardon, qui se sont intéressés à récupérer des versions dans la nature. Nous-mêmes, chercheurs en cybersécurité, étudiants, on a essayé de faire de même pour comprendre comment fonctionnait l'outil, comment on pouvait s'en protéger. Et puis, ça nous a donné aussi du code source à étudier et puis comprendre en fait hein, les techniques d'offuscation, d'évasion. Mais malheureusement, vous le savez, ça a été utilisé hein, par des gros groupes, APT41. Hein, je vous ai dit qu'il y a l'ACAR, hein, justement String, mais les groupes les plus puissants savent offusquer la balise ACAR, hein, puisqu'ils sont au courant. Je vous ai dit, hein, entre l'APT très avancé et le script qui dit, c'est sûr, c'est pas les mêmes tactiques, les mêmes techniques, les mêmes procédures, et c'est pas les mêmes connaissances. D'accord. Donc on a pu mapper tout ça.
Après, c'est le principe, hein, voilà l'architecture. On a l'environnement avec la cible, le beacon qui se déploie, donc c'est notre agent, hein, donc on voit que, bah, on va essayer de quoi? Bah, de faire de la détection qu'on appelle host-based, hein, typiquement via un EDR, XDR comme on l'appelle aujourd'hui, hein, un antivirus qui est relié à de plus gros serveurs type cloud, d'accord? Et c'est pas uniquement bah, de l'analyse de signature, c'est du dynamique, c'est de l'heuristique, c'est du machine learning, etc., etc. Et puis aussi, pareil, les sondes réseau hein, qui vont essayer de détecter bah, tout ce qui est mal intentionné. Donc il y a deux types de contournements. Typiquement, dans une opération rouge, c'est contourner les détections basées sur les machines, les hôtes, et les détections basées sur les réseaux. D'accord. Et là, encore une fois, c'est deux types d'évasion, évasion des antivirus, évasion des sondes réseau. D'accord. Donc, et puis c'est pareil. De l'autre côté, on peut quoi? Ben, on peut essayer de taper vos serveurs Cobalt Strike. D'accord. On va essayer de les détecter. Donc, comment on empêche la détection de nos serveurs de red teaming? Eh ben, je vous ai dit, on passe par des serveurs mandataires, on va passer par une cascade de proxy, de sous-proxy. Je rentrerai pas dans les détails, mais on peut tout à fait utiliser des sites même. On peut utiliser les réseaux sociaux, on peut utiliser tout ce qui est GAFAM. On peut vraiment faire des choses assez dingues. Pour vous dire, dernièrement, j'ai vu une technique qui passe par Google Translate pour, comment dire, usurper l'identité des serveurs de Google et ça permet que le payload en fait soit signé par Google. Alors c'est une technique extrêmement simple dans le fonctionnement, compliqué à mettre en place, mais si vous voulez, bah, la requête va sortir de Google Translate et le payload, bah, il va être fonctionnel et pourtant il vient des serveurs de Google. Et en entreprise, bah, les serveurs de Google, on lui fait confiance. On travaille sur le cloud, on utilise Google Drive, donc bah, on va pouvoir contourner les sondes réseau puisque bah, c'est pas Toto le hacker avec son serveur, c'est Google qui fait une requête vers les serveurs de l'entreprise. Et là, on commence à rentrer dans des tactiques très vicieuses, hein, qui pourraient s'apparenter même à de la cyberguerre. Donc je vous ai dit, hein, la logique, c'est bah, de détecter, comprendre la menace, les acteurs de menace, c'est le principe du threat intel. Quelles sont les tactiques, techniques, procédures, on va essayer de rentrer dans leur tête et on va voir comment ils évoluent. D'accord. Avec le temps, je vais pouvoir voir si les techniques restent les mêmes ou si elles évoluent. Je vais même voir si certains partent en prison et bah, c'est des jeunes qui les remplacent et les techniques du coup deviennent d'un coup moins sophistiquées. Ça pourrait expliquer qu'il y a eu un coup de filet dans le pays bah, des cybercriminels. D'accord. Donc encore une fois, hein, généralement on va faire des techniques d'offuscation. Le premier truc qu'on fait, c'est générer des macros. On va faire de l'injection de shellcode hein, au niveau des charges utiles et ça va permettre de combiner, hein, faire des imports directement via du virtual basic par exemple. Hein, on peut utiliser le create remote thread, le virtual alloc exec, le write process memory, le create process A. Tout ça, ça va nous permettre bah, d'injecter dans les structs, hein, les structures quand on parle bah, de VBA, quand on parle de C, C Sharp, C++, d'accord. Et ces macros, après, bah, vont être poussés, vous le savez, macro typiquement du VBA, on va pousser ça dans des fichiers OpenOffice, d'accord, ou des fichiers qui font partie de la suite Windows Office. Donc là, on voit l'array hein, qui va gérer la data. C'est notre shellcode qui va être injecté dans notre tableau. Ensuite, on voit le chargement du shellcode hein, via l'offset. Et tout en bas, on a notre exécution de notre shellcode via le create stuff et on voit qu'on lui passe en paramètres et on voit aussi hein, le RWX page et on le voit 0000 donc on se donne les droits en lecture, en écriture, en exécution. C'est typiquement une signature pour bah, quelque chose de malicieux qui est en train de s'octroyer les droits pour pousser. Et on voit que dans notre else, ça pousse vers quoi? Vers la WinDir. Syswo, System 32, Run DLL 32. Donc on abuse hein, de la Run DLL 32 qui va nous permettre d'injecter.
faire du DLL hijacking, DLL hollowing, in-memory injection, etc., etc., toutes ces techniques. Donc, on le voit, hein, il n'y a pas la France, mais je vous rassure que il y a une petite tranche du gâteau qui en fait partie. Hein, là, bah, on voit, hein, les macros et les serveurs Cobalt Strike qui sont utilisés, grosse partie des serveurs en Chine, d'accord. Donc là, on peut comprendre que bah, il y a peut-être des unités du PLA qui utilisent bah, tout simplement Cobalt Strike. Hein. Je suis tombé sur un de leurs serveurs il y a quelques mois d'ailleurs. J'ai récupéré une version de Cobalt Strike et c'est open bar, c'est des serveurs publics. Donc au niveau de la sécurité des opérations, c'est discutable, on pourrait dire. D'accord. Donc, c'est le principe. On va utiliser des macros, on va jouer sur les processus parents, processus enfants, hein, et c'est ce qui va nous permettre d'injecter le code, on le voit, un document Office, là en l'occurrence, avec le macro Cobalt Strike, exécuté par un employé. WinWord bah, va créer, en fait, va faire un appel vers le processus run DLL32 qui lui-même va exécuter le shellcode. Le shellcode est chargé, il tourne grâce à run DLL32 et là, on a le beacon qui fait son callback vers le serveur de command and control. D'accord. Donc, technique utilisée, si on doit parler un petit peu du cadre MIRTRE, on a la T1546, Event Triggered Execution, le Create and Modify System Process Windows Services, la T1543.003, donc littéralement exécution d'événements via un déclencheur, et puis création et modification des processus système. Ensuite, on a bah pareil, hein, vous les avez sur mon GitHub, on a plein de scripts d'agresseurs qui ont été développés par bah, Arlette Queen, c'est un des utilisateurs les plus connus, mais on a des Chinois, j'ai des Israéliens, j'ai des Américains, j'ai des Anglais, on a des Français aussi. J'ai regroupé tout ça sur mon GitHub et on voit des acteurs malveillants bah, développer de nouveaux scripts, d'accord, pour faire des tâches planifiées, pour modifier, bah, pareil, les systèmes, processus système Windows, utiliser le WMI, le Windows Management Instrumentation. Pareil, on va pouvoir détourner des fonctions et charger au lancement de votre Windows, hein, ou quand vous vous connectez via du Logon Initialization Script, on va pouvoir faire du boot et logon auto start dès que vous vous connectez via des clés de registre. Je vous avais montré et je vous avais parlé du BITS qui permet de télécharger des choses, hein, notamment certaines mises à jour Windows. On peut utiliser le service pour bah, tout simplement télécharger bah, des payloads sur votre ordinateur en utilisant le service BITS. Là, c'est une attaque Living of the Land. Donc, le but, toujours pareil, faire spawner des processus enfants, hein, puisque le parent va pousser l'enfant. C'est tout l'art en fait du red teaming et après de l'offuscation. Il va falloir utiliser les API pour bah, commencer à injecter dans le noyau, dans le kernel, d'accord. Et si j'utilise, vous l'avez bien compris, quoi, eh ben des outils de chez Microsoft ou Microsoft Office, il y a moins de chances que je sois détecté, d'accord. C'est pour ça qu'en blue teaming, bah, il faut des règles Sigma pour identifier tous les processus enfants, hein, de Microsoft Office, de Microsoft Windows, hein, puisque bah, vous le savez, un attaquant confirmé va utiliser des outils, des appels à partir d'outils Windows pour essayer de camoufler son attaque. Donc la persistance, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez bien compris que c'est tout simplement installer des portes dérobées sur les machines Windows qui ont été infectées par différentes fonctions. On peut utiliser des services, on peut utiliser des clés de registre, on peut utiliser des outils présents au sein bah, de Windows. Je vous avais montré les attaques connues dans le grand public sur les contrôleurs de domaine, sur les machines Windows. Je vous redirige vers toutes les vidéos que j'ai faites sur l'Active Directory et comment on pirate l'Active Directory en red teaming. Il y aurait encore beaucoup à dire. Je vous mettrai pareil des repos GitHub si vous voulez creuser, comprendre comment sont créés les scripts, les agresseurs scripts de Cobalt Strike. Donc les tâches planifiées, ça va être un mes deux choix.
hein. On va pouvoir essayer de voler, si on doit faire du renseignement économique, si on doit parler un peu, des APT chinoises, il y a Seacraft, hein, qui s'est fait pirater et il travaillait pour le semi-conducteur, pour le complexe militaro-industriel américain. Donc on peut tout de suite comprendre, si je te dis avion furtif, contrôleur, semi-conducteur, tu commences à comprendre? Ouais, c'est de l'espionnage industriel technologique, d'accord? Puisque la Chine est encore en retard au niveau de la conception des avions furtifs et ils sont allés taper des semi-conducteurs, du code source, des SDK, hein, coucou Realtek, et des informations propriétaires. D'accord. Le but, c'est de gagner un avantage technologique par rapport aux États-Unis, puisque je vous ai dit, hein, la cyberguerre, c'est une guerre hybride, c'est une guerre asymétrique, et les Chinois récupèrent, et ils l'ont toujours fait, leur, comment dire, capacité militaire grâce à l'espionnage industriel, d'accord? Plutôt que travailler eux-mêmes sur du recherche et développement, je vous l'avais expliqué, qui coûte extrêmement cher. Ils vont attendre que les Américains ou les Européens développent eux-mêmes, et puis quand ça sort de laboratoire, c'est le moment pour voler la technologie, et ça vous, comment dire, ça vous fait économiser beaucoup d'argent, d'accord, sur des plans de matériel de guerre, d'accord? Donc là, sous les yeux, hein, vous voyez le classique, hein, Scuttle Task. Je vous avais montré ces commandes où on va pouvoir créer des tâches planifiées. Là, on voit qu'on est en train de feinter l'utilisateur, hein. Techniquement, on l'appelle Google Update, Task Machine, hein. Je te dis toujours, va voir les tâches planifiées, hein, qui tournent. Et puis, c'est pas parce que ça s'appelle Google Update que c'est forcément quoi? Eh ben, du Google Update. D'accord? Donc attention, 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 c'est le principe d'évasion. Là, on voit, hein, les techniques utilisées par Chimera. D'accord? Et puis après, on peut utiliser du Living of the Land, hein, encore une fois. On va télécharger, exécuter le beacon en utilisant Certutile. Et voilà, tout simplement, hein, on peut télécharger, vous le savez, Certutile, on s'en sert pour récupérer des choses si jamais wget n'est pas là, si jamais j'ai pas accès à d'autres outils comme curl, etc. pour télécharger, eh ben je pourrais toujours utiliser Certutile puisqu'il est présent sur tous les Windows, d'accord, et il est rarement bloqué. Donc voilà, création de tâches planifiées, tout ça, je vais pas développer parce que j'en ai déjà parlé dans maintes et maintes vidéos, d'accord. Donc pareil, hein, si on doit émuler la menace, eh ben, on récupère la même chose, c'est-à-dire il nous faut une machine desktop, hein, donc un poste de travail, une VM Windows 10 par exemple, ou 11, avec une autre VM, hein, ou un Kali qui va faire tourner Cobalt Strike, le serveur Cobalt Strike, et ensuite on va faire tourner sur la victime Sysmon, hein, Sysmon, donc le module Sysmon qui nous permet de faire beaucoup de choses. Je vous mettrai, pareil, je vous dis tout le temps d'aller voir donc Sysmon Modular. Pareil, c'est un outil qui fait partie de la suite sysinternal et qui nous permet de surveiller beaucoup de choses. D'accord. Et puis c'est comme ça qu'on va voir que le beacon se lance en tant que NT Authority System. D'accord. Là, on le voit très clairement. Qu'est-ce qu'on a? On a le Google Update Task Machine. Ouais, super. Il s'appelle 2.exe. Donc déjà, tu peux commencer à te poser des questions. Et tu vois bien que il y a des choses bizarres, hein. Host, call home. Ah ouais. Ouais. Il est en train d'appeler le serveur de command and control. Il fait un get system. Ça pue un peu, hein. Il crée une tâche. Donc on le voit, hein. Là, c'est clair que il y a un beacon. D'accord. Et on voit qu'il est qualifié d'ailleurs, hein. Visite, beacon, stager, X64. Il n'y a pas de doute à avoir. D'accord. Donc il y a plein de détections, hein, qui sont possibles, mais on va se focaliser sur déjà l'exécution initiale et la création de tâches planifiées, hein. Vous savez, les APT, notamment APT 41, utilisent les lolbin, les lolbas, lolbin living of the land binaries, hein, qui va permettre de contourner puisqu'on utilise l'autorité de certification Windows, et ça va nous permettre de voler un petit peu sous les radars. D'accord. Certes utile, en plus on peut s'en servir. Pourquoi? Pour télécharger non seulement des fichiers arbitraires, mais on va pouvoir s'en servir pour décoder des fichiers qui ont été encapsulés, qui ont été chiffrés. Donc ça permet de faire de l'offuscation. Comment on peut surveiller ça? Faites des règles Yara, faites des règles Sigma. D'accord. Ensuite, les tâches planifiées, hein, je vais pas revenir dessus, mais une tâche planifiée qui tourne en tant que système,
Moi, je trouve ça un petit peu bizarre sur ma machine. J'aimerais pas trop que ça m'arrive. D'accord? Lateral movement, déplacement latéral, hein, on part d'un utilisateur à faible privilège sur le réseau, gain d'accès initial, et on va pivoter au sein de l'Active Directory, au sein du réseau interne, pour taper de plus en plus d'utilisateurs qui nous permettront de faire notre escalade de privilèges, c'est-à-dire compromettre des contrôleurs de domaine et obtenir, vous le savez, le niveau le plus élevé, c'est-à-dire domaine admin, qu'on appelle DA, ou EA, Enterprise Admin Privilege. D'accord? Donc ça, c'est classique, je vous avais déjà expliqué dans mes cours. On va utiliser des outils connus, WMI, hein, le Windows Management Instrumentation, et on va utiliser WinRM. Donc on va abuser du Windows Remote Management, qu'on appelle le Windows RM, d'accord, qui lui est légitime. Evil WinRM est une version militarisée de WinRM qui est utilisé en entreprise. Et puis avec le SMB Beacon Cobalt Strike, vous le savez, hein, on va pouvoir chaîner plusieurs balises entre elles même, hein, ce processus de filiation parent-enfant, et ça va nous permettre de segmenter tout un réseau. Hein, et un réseau segmenté, on va pouvoir construire des passerelles, des routes jusqu'à le point de sortie du réseau. Donc ça nous permet en fait de, comme un fil d'Ariane, hein, de pouvoir retrouver notre chemin pour exfiltrer, ça sera la dernière étape de notre cyberattaque, les données en dehors du réseau. D'accord? Et en dehors du réseau, autant j'utilise un SMB Beacon pour l'intérieur du réseau, autant quand j'exfile, je vais utiliser du HTTPS ou un DNS. D'accord? Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos sur les C2. C'est les règles de base, c'est les tactiques, les techniques et les procédures utilisées partout dans le monde. D'accord? Que vous soyez un Red Teamer ou un Black Hat ou une agence de renseignement. Donc voilà, il n'y a pas de secret. On va essayer de manipuler les tokens, ce qu'on appelle du token impersonation ou du vol de tokens. Hein, si je vole tes jetons, eh ben, je peux usurper ton identité et modifier mes privilèges, hein, à la volée. On peut justement aussi créer des jetons et essayer de les faire passer, d'accord, pour s'octroyer euh, des droits. Hein, Silver Ticket, Golden Certificate, Skeleton Key, il y en a plein, hein, des techniques, je vais pas revenir dessus, mais le but c'est pareil, hein, c'est essayer de feinter, et on voit que il y a des choses bizarres qui peuvent se passer au sein de l'Active Directory du domaine, d'accord, et le but, c'est de comprendre ces mécaniques en laboratoire. Là, on voit une infrastructure qui a été montée pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Donc les grands classiques, hein, dans d'autres APT, si je dois parler de Ryuk, qui est un ransomware, ils ont utilisé encore une fois gain d'accès à bas privilège sur une machine, et ensuite déplacement latéral et privesc, donc mouvement vertical en utilisant NLTest, net, hein, des commandes on ne peut plus classiques que vous avez sous Windows, NLTest, net, PowerShell, PowerSploit, hein, que je vous avais déjà présenté. Bref, on va abuser des modules de l'Active Directory, du PowerShell également. On va faire de l'offensif au niveau de Kerberos avec Rubeus, qui va nous permettre, comme Mimikatz, hein, de faire beaucoup de choses, et du déplacement et de la compromission de contrôleurs de domaine, du vol et du token manipulation, impersonation, pour escalader nos privilèges et rebondir, hein, de machine en machine, de compte à compte, jusqu'au contrôleur de domaine pour devenir les big boss, d'accord? Surface utilisée, RDP, PSExec, SMB Beacon, d'accord? Donc on retrouve, hein, ces techniques d'ailleurs que vous devez apprendre à l'OSCP et que vous apprendrez à perfectionner après, quand vous serez des red teamers confirmés. D'accord, typiquement avec les cours de sens, mais là on parle d'adversary emulation et d'adversary simulation. Donc voilà, hein, c'est un petit peu, il y a en fait les techniques, hein, dont je vous parle tout le temps, que vous devez connaître si vous travaillez dans le métier ou si vous voulez apprendre le métier. Je vous mettrai l'article si vous voulez le lire au calme, encore une fois. Donc on voit
hein, comment on peut détecter, comment on peut essayer de comprendre comment fonctionnent ces APT, quelles techniques elles utilisent, quel niveau de sophistication elles ont pour essayer de rentrer dans leur tête, de comprendre. Hein, et puis quelles sont leurs motivations, ransomware, espionnage économique, technologique, etc., etc. Cyberguerre, d'accord. Donc voilà, hein, les grands classiques, Kerberos Sting, Zero Logon, hein, vulnérabilité qui touchait les contrôleurs de domaine et l'Active Directory. Donc on va prendre un petit scénario pour mieux comprendre quand même, hein. On va parler un petit peu du Make a Impersonate Token, donc créer un jeton et comment dire, usurper l'identité du jeton, hein. Si c'est ton jeton, ça devient mon jeton. Si je prends ton jeton, je deviens toi, d'accord. Si tu es Alice, je deviens Alice. Donc on va parler d'Alice. Alice, elle a pas de chance, elle se pose pas trop de questions, elle a été mal formée dans son entreprise et c'est un utilisateur à bas privilège. Elle est connectée sur une station de travail, hein. C'est une machine Windows 10. Là, vous l'avez sous les yeux. Au niveau de la nomenclature, le host s'appelle le Win10 CLI dot dash 01, d'accord. Donc la Win10 CLI-01, on voit que le beacon, bah, il va essayer, hein, de communiquer avec bah, le serveur de command and control, hein, le Cobalt Strike Team Server, qui bah, est exécuté sur une des machines d'attaque, hein, là en l'occurrence dans le lab qui est sur le réseau local. On voit que bah, le compte d'Alice il est à bas privilège, mais elle est quand même membre quoi, bah, du groupe domain user. C'est normal, sa machine est rattachée à un contrôleur de domaine et fait partie de la forêt. D'accord. Donc jusque-là, on ne peut plus classique. Ensuite, l'attaquant, maintenant qu'il a accès à l'ordinateur d'Alice, il va essayer de compromettre Bob. Bob, lui, hein, alors tu vas me dire, ouais, mais comment elle a récupéré les mots de passe de Bob? Bah, on peut simuler et émuler plein de scénarios. Hein. On pourrait dire que quoi, bah, l'attaquant les avait déjà volés, peut-être on lui a donné, peut-être que bah, ça a déjà été compromis, hein, ces mots de passe, ces credentials, peut-être qu'il y avait des traces sur l'ordinateur d'Alice. D'accord. Peut-être que bah, l'ordinateur était atteignable directement. Il y avait peut-être un partage réseau à partir de la machine d'Alice vers Bob. D'accord. En tout cas, il a infiltré. Il passe par le SMB, hein, le partage SMB, et ça lui permet de rebondir sur le réseau. D'accord. À partir de là, il va faire une demande de jetons, l'attaquant, et il va demander de d'usurper l'identité de Bob. Hein, Bob, privilège moyen, on voit que on est passé d'Alice à bas privilège à Bob qui a des privilèges moyens en utilisant le make token. Hein, c'est une commande dans Cobalt Strike que vous pouvez faire pour faire bah, une usurpation d'identité et une escalade de privilèges. D'accord. Donc, ce compte, hein, on aurait utilisé Bloodhound, hein, un mais de choix, et Sharphound, bref, pour mapper le réseau, et on voit que il est membre également, hein, du groupe Domain User. Et en su d'Alice, parce qu'elle aussi, elle était Domain User, il a les droits administratifs locaux, d'accord, mais un autre système, hein, qui est lié au domaine. Et là, c'est une autre machine qui est en Windows 2019 Server. Hein, c'est un file server, ça doit être un NAS. D'accord. À partir des outils qu'il a récupérés sur l'ordinateur d'Alice et de notre ami Bob, eh ben, il va essayer d'attaquer, hein, en utilisant PowerSploit. On a Find Local Admin Access PowerShell. Ça, c'est un commandlet, hein, qui peut être importé directement. Vous avez PowerShell import, hein, mais je vous ai montré dans Covenant, vous pouvez faire exactement la même chose. Hein. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. On continuera la cyberattaque demain, que vous compreniez tous les C2 se ressemblent, hein, comme deux gouttes d'eau. Après, c'est les termes qui changent et certains sont un petit peu plus évolués que d'autres. Ok, donc là, l'attaquant, maintenant, il peut faire un jump PS exec 64 et cette commande, tout simplement, ça va pousser via PS exec sur le serveur de fichiers un nouveau beacon qui va initialiser la connexion avec l'ordinateur d'Alice via le SMB. Donc on voit comment on est en train de relier le NAS, l'ordinateur de Bob, qui fait quoi, bah, le serveur en fait de rebond avec l'ordinateur d'Alice qui a été initialement compromis. D'accord. Et là, malheureusement, bah, via cette attaque, le beacon qui tourne sur le serveur de fichiers, lui, il tourne en système. Donc là, escalade de privilèges totale. On est maintenant NT Authority System, le compte le plus haut. D'accord. Ensuite,
Qu'est-ce qu'a fait l'attaquant? Bah, il va lister et voir un petit peu ce qui tourne. On va faire un process listing qu'on appelle PS, hein, cette commande que vous connaissez tous, je suppose. Et il va voir qu'il y a des processus qui tournent avec un compte administrateur. Alors là, vous comprenez bien que ça va être intéressant pour nous, puisqu'à partir de ces processus, on va pouvoir voler le jeton, le token, d'accord, qui tourne en mémoire ou qui est stocké à un endroit, et on va pouvoir devenir domaine admin. À partir de là, quand on est domaine admin, eh ben, on a accès au contrôleur de domaine, le DC 01 sur notre image. L'attaquant, il va se déplacer latéralement, hein, jusqu'à ce système. On sait qu'il y a une connexion WinRM qui est possible. Il va utiliser WinRM et il va demander un nouveau beacon de relier cette fois-ci le contrôleur de domaine au serveur de fichiers. D'accord? Donc, vous voyez comment ces quatre machines, on est en train de les relier et on crée des ponts, on crée des routes à chaque fois via le protocole SMB. D'accord? Le SMB Beacon. Donc, on voit qu'on a nos instances, hein, 3 instances SMB Beacon, et vous voyez qu'à partir de Alice, on a quoi? Le serveur de fichiers qui a été compromis, Bob qui est pas, et on voit Anne, admin, hein, qui est compromise sur le DC01. D'accord? Donc, vous voyez l'escalade de privilèges. Et Alice, elle, peut quoi? Peut communiquer vers l'extérieur du pare-feu. Donc, on va passer par ce principe de rebond, et c'est ça qui va nous permettre d'exfiltrer. D'accord? Et comme maintenant, en plus, on a la main sur le contrôleur de domaine, on peut faire tout et n'importe quoi, hein, créer de la persistance, vous l'avez compris, attaquer, etc., etc., etc. D'accord? Donc, on voit en orange, hein, en épais, bah, tout ce qui est connexion SMB, d'accord? Et à l'inverse, vous voyez que en HTTP, c'est en vert. On voit la ligne verte vers le serveur de le team server, hein, que vous voyez avec le pare-feu en flamme. Pourquoi le pare-feu en flamme? Parce que c'est notre egress. Hein, je vous ai toujours dit, dans une cyberattaque, vous avez un point d'ingress et un point d'egress. Parfois c'est le même, parfois pas. D'accord? Et c'est comme ça qu'on s'infiltre et qu'on s'exfiltre. Lors de l'attaque, avec Bloodhound, visualisation, on voit le Golden Ticket qui a été forgé, hein, directement dans la session de Cobalt Strike. Hein, on voit l'utilisateur anadmin, on voit le domaine seed, hein, c'est l'identifiant de série du domaine. Comme les utilisateurs ont des identifiants, les processus ont des identifiants, les processus parents ont des identifiants, les processus enfants ont des identifiants, et le domaine également. Et après, la clé KRB TGT qui est sous forme de hash, qui a été hachée et qui va permettre, via l'attaque de synchronisation du contrôleur de domaine, d'attaquer le serveur.